la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. La cartographie minière et les avantages qu'elle offre à la République démocratique du Congo. Relier le Bas-Congo au Bandundu sans passer par la ville-province de Kinshasa, au jour le jour, le projet prend forme. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous en saurez davantage dans les dossiers du jour, aussitôt que nous cesserons de jeter notre regard dans les rétroviseurs qui nous permet, comme à nos habitudes, de reparcourir l'actualité la semaine en 7 jours et partager l'actualité du jour. L'actualité, c'est tout à l'heure à l'instant. Comme déjà depuis hier, le point de départ de cette édition d'information porte la dénomination de Lubumbashi, entité politico-administrative qui est le chef de la province du Katanga. Elle s'honore depuis les débuts l'après-midi d'hier de la visite de travail du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Reportage Angèle Kanam Kisinda. C'est à 13h35 local ce samedi 16 février 2013 que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a foulé le sol de Lubumbashi pour une visite de travail en provenance de Kinshasa. Il a été reçu par le gouverneur de la province du Katanga à la tête d'un comité restreint d'accueil. Au cours d'une courte marche à pied depuis la piste de la Loano en passant par la salle d'arrivée des passagers pour les contrôles d'immigration, Joseph Kabila Kabange a eu le temps de scruter avec le gouverneur de province les contours de ce qui fait l'actualité katangaise et de se faire également une idée précise sur les conditions d'accueil des voyageurs à l'aéroport de la Loano. Le protocole d'État n'a pas encore livré l'agenda du séjour du chef de l'État au Katanga, mais l'on croit savoir qu'il ne sera pas de tout repos. La conduite de la cérémonie de la cérémonie de clôture de la 3e session des officiers supérieurs sur la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo, avec comme cadre le groupement des écoles supérieures militaires. Changement des cadres par la suite pour se porter en visite à la base logistique centrale située au camp Kokolo. C'est en ces termes que Félix Salomé Tidandou résume les activités du vice-premier ministre et ministre en charge de la Défense nationale, Alexandre Lubatambo, hier samedi 16 février 2013. Reportage. Peu après le rapport synthèse des travaux de la 3e session des officiers supérieurs sur la réforme de FARDC et les opérations militaires dans l'Est du pays, ainsi que les remerciements des séminaristes au commandant suprême de FARDC, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Lubantambo, qui clôturait cette session, s'est beaucoup plus attardé sur le devoir d'un officier. C'est lui le premier devoir d'un officier et c'est lui de défendre sa patrie jusqu'au sacrifice suprême. L'officier citoyen et patriote a vis-à-vis de son pays, outre les droits, une série de devoirs. Il est loyal et intègre dans l'exercice de ses fonctions. Il aime son pays, ses habitants et le défend jusqu'au sacrifice suprême. Il respecte le bien public. Il a du respect pour la vie et la dignité de la personne humaine. Il protège sans distinction et milite pour l'équité. Le chef d'état général de FARDC, le lieutenant général Didier Etumba, a plutôt mis un accent particulier sur les tares qui mettent à mal le FARDC sur le terrain des opérations dans l'Est du pays. Il s'agit notamment de la manipulation extérieure et des dysfonctionnements plus élevés de cet outil de défense, de l'insuffisance de moyens et de leur irrégularité dans la libération, de la formation et de la proximité de pays ennemis. C'est pourquoi la réforme est appelée à mettre fin à tous ces tares décriés à tous les niveaux. Aussitôt après, le vice-premier ministre Luba a pris le chemin de la base logistique au camp Kokolo. C'est pour la découverte, dira-t-il. Nous avons encore des infrastructures qui peuvent servir, aider à réduire les coûts. C'est une découverte. Maintenant, il faudrait voir avec les responsables de la base pour voir si nous pouvons mettre en fonctionnement ces infrastructures qui ont donné beaucoup par le passé.
Et chacun prenne ses responsabilités et soigne les infrastructures qui sont mises à sa disposition, sans attendre toujours le déblocage de gros moyens. Et nous nous débrouillons avec les moyens que nous avons. Et la première chose qui conditionne la réussite, c'est l'ordre, la propreté. Coco Anaïs, la SADC est en pleine préparation de la conférence qui rassemblera pour l'essentiel les ministres en charge du genre et de la condition féminine de l'espace. Oui, mais pour arriver par là, il faut d'abord parler de la diplomatie parlementaire qui va toujours de pair avec la diplomatie classique dans le cadre de la défense des intérêts d'un pays. Fort de ces principes, le député national Juvenal Mundo a plaidé dernièrement à l'Union européenne la cause de la RDC par rapport à la situation de guerre dans sa partie est. Guy Blaise Kitiki. La guerre à l'est du pays appelle la mobilisation de tous, comme l'a recommandé le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. C'est à cela qu'a conduit une mission parlementaire avec les députés nationaux Juvenal Munobo auprès de l'Union européenne. Une diplomatie parlementaire, le moins que l'on puisse dire, la cause du Congo a été plaidée et entendue. L'Union européenne peut nous aider dans le plaidoyer. Le plaidoyer, par exemple, pour qu'un dialogue sous-régional soit sincère. Un dialogue qui permettra à ce que la paix se consolide au Congo, à ce que la paix se consolide également dans les États de la sous-région des Grands Lacs. Parce qu'on ne comprend pas comment nous pouvons être en guerre en République démocratique du Congo et dans d'autres pays qui soient en paix. Il y a aussi bien évidemment l'appui à la reconstruction du Congo. Parce que l'Est du Congo, c'est finalement une zone sinistrée, avec des guerres. Et l'Union européenne a des moyens pour nous aider. Le député national Juvenal s'est entretenu avec plusieurs personnalités sur la situation de la République démocratique du Congo. Il a plaidé pour un dialogue sous-régional. Le soutien de l'Union européenne est nécessaire. Les réformes sont évidentes. L'armée, la police et tant d'autres questions ont été abordées avec les députés européens. Eh bien, cette fois-ci, Kassangana, nous sommes dans le bon. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kassongo, revient de Maputo au Mozambique, où elle a pris part à la réunion des ministres de la SADC en charge du genre et de la condition féminine. À l'issue de cette réunion, la SADC a donné sa position face à la thématique de la 57e session de la condition de la femme qui se tiendra au mois de mars prochain à New York. Encore une fois, Betty. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kassongo, revient de Maputo au Mozambique où elle a représenté la RDC à la réunion des ministres de la SADC en charge du genre et de la condition féminine. Appuyée par l'ONU Femmes, cette réunion de 4 jours a adopté des documents importants, notamment la position de la SADC prise lors de la 57e session de la condition de la femme qui se tiendra au mois de mars prochain à New York. Les conclusions concertées sur ces assises, les stratégies de la SADC sur les violences sexuelles et basées sur le genre et les cadres d'intégration du genre dans l'architecture de la paix et la sécurité dans la région de la SADC. L'adoption de ces documents a abouti à une déclaration commune des États membres de la SADC. Permettez-moi, chers délégués des pays membres, de remercier la SADC pour avoir accepté de fournir des troupes à la brigade internationale des Nations Unies qui va être installée en République démocratique du Congo. Mon pays est victime des conflits armés depuis plus de 20 ans maintenant, avec de graves conséquences sur les violences à l'égard des femmes et des filles, et surtout les viols qu'on utilise comme armes de guerre. Je voudrais également solliciter des États membres que nous puissions lancer un appel au secrétaire général des Nations Unies, au Conseil de sécurité, pour accélérer le déploiement de la brigade d'intervention. Parce que le thème de cette année arrive à point nommé. Prévenir et éliminer les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Nous devons vraiment arrêter des mesures contraignantes pour que nous puissions avoir un impact sur les violences et sur le viol. Aussi, cette réunion a eu comme objectif de partager les informations sur les thèmes et les sous-thèmes de la 57e session sur les statuts de la femme pour l'édition 2013 en vue de formuler des recommandations utiles à la réduction et éventuellement à l'élimination de toute forme de violence sexuelle à l'égard des femmes et son impact sur les générations futures. Des médicaments pour le centre de santé de Ibambi dans le territoire de Wamba. Nous sommes là en province orientale, dont du gouvernement acheminé aux bénéficiaires par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kassongo. C'est un reportage de Lopez Kakoubaï de Paul Landou. La
ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kasongo Bouloïbambi, a, au nom de son collègue de santé publique, remis un lot du matériel de poste épidémique de la fièvre hémorragique du virus d'Ebola à Izirou. Ce matériel contient également des motos, des vélos, des groupes électrogènes, des kits informatiques, des kits de protection de médicaments, des mégaphones, un véhicule pour la zone de santé d'Iziro, dont du gouvernement à travers l'UNICEF et l'OMS aux 8 zones de santé des districts de Haut-Ouélé-Ouest dans la province orientale. Les matériels ci-dessus sont affectés aux institutions et zones de santé ci-après. Pour Mamangbetu, Doruma, Gungu, Isiro, Niangara, Awa, Rungu et Wamba. Et 3, à la zone de santé de Viadana, qui fait partie du district sanitaire de Dingila dans le Bas-Ouélé, selon la répartition en annexe. Lors de son séjour à la province orientale, la ministre du GFE a parcouru cette partie du Congo profond pour palper les réalités. Malgré l'état de délabrement avancé des routes qui inquiètent sérieusement les commerçants qui enfreignent leur trafic, Geneviève Inagosi Kasongo a pu surmonter cette difficulté pour aller dans les territoires de Wamba afin d'inviter le jeune à s'enrôler dans l'armée, de dire non au mariage forcé et aux violences faites à la femme. Eh bien, l'ASV Club de la République démocratique du Congo vient de vaincre Dynamique du Togo par 3-0 à Kinshasa. C'était au préliminaire aller de la 17e Ligue des champions de la CAF. Nous vous proposons de revivre le moment fort de cette rencontre avec Marcelin Monanteba. Le ballon est perdu. Belle ouverture sur, attention, c'est Etekiama. Etekiama qui va partir. Etekiama! Formidable Etekiama! Ah oui, à la 7e minute de jeu, Etekiama qui a reçu un ballon de Lema, il est parti et il n'a pas été inquiété du tout. Et à la 7e minute de jeu, l'équipe de l'ASV Club ouvre les scores, on revoit au ralenti. Il est pris en sandwich par 2 joueurs, mais il force la note et il marque. ASV Club 1, Dynamique Togolais 0. Tout le monde se disait que les Togolais allaient remonter. Ben oui, c'est... Penalty, fois ça, oui, indiscutable. Voilà. Penalty et carton jaune. À la 19e minute de jeu, l'arbitre n'a pas hésité. On va peut-être voir avec le réalisateur Zuzingoy qui nous remet. Voilà, ça c'est Mumbele Rangers. Non, je pense que c'est méchant. Le penalty ne paraît pas évident. On va suivre le penalty fois ça. Le penalty qui sera joué. Attention, on va voir, on n'a pas le dossard du joueur. Voilà, c'est le but. Etekiama qui marque, qui double la marque donc sur ces penalty. Mutombo Diego, attention, il y a le démarrage de bien joué, il n'y a pas hors-jeu. Oh, il est passé, une petite passe, mais non! Oh! C'est le but que l'on attendait. Et là, c'est Louvumbu à la 31e minute de jeu. Fouassa qui vient de réveiller ce stade. Ah, il y a une belle combinaison. Et Louvumbu marque le 3e but que tout le monde attendait. Rappelons que la manche retour va se jouer dans 2 semaines à Lomé, au Togo. À Lubumbashi, par contre, le CS Don Bosco de la RDC s'est incliné devant les Sud-Africains de Supersport United par 1-0 entre en 2e allée de la Coupe de la Confédération. Reprise ce samedi 16 février 2013 des travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba en son tronçon Pont-Ndjili, aéroport international de Ndjili. Ces travaux reprennent après plus de 4 mois d'interruption dus aux problèmes financiers. Betty Amani. Le gouvernement congolais, sous l'impulsion du chef de l'État, tient à la réhabilitation des infrastructures routières tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays. Ainsi donc, suspendus pour un temps, les travaux de modernisation et de réhabilitation de chaussées du lot 2E3 sur le boulevard Lumumba ont repris ce samedi 17 février. Il s'agit de 3 km de route qui vont du pont Ndjili à l'aéroport international de Ndjili.
Des moyens financiers considérables ont été débloqués pour accélérer les travaux dans un délai fixé par l'autorité afin de permettre à la population d'évacuer paisiblement à ses occupations. Ces travaux vont être organisés par tranche de 1 km. Donc globalement, nous disons qu'il nous reste plus ou moins 3,9 km à faire. Donc la partie qui n'avait pas été terminée, c'est plus ou moins 3,9 km. Les spectacles de marche et d'embouteillage vécus hier par la population va continuer durant les travaux, mais au bénéfice des usagers dans les jours à venir, une fois que cette partie du boulevard sera totalement réhabilitée. Les dispositions ont été prises par les autorités de l'Agence congolaise des grands travaux pour que les usagers roulent dans les 4 bandes. Nous n'avions pas pris de précautions, d'abord pour informer la population sur le démarrage de cette partie, mais nous disons déjà qu'à partir d'aujourd'hui, nous organisons la circulation avec la police de circulation routière. Nous allons l'organiser avec la Légion Pire qui a l'habitude de sécuriser les 5 chantiers. À partir de demain, donc, nous pouvons canaliser tout le trafic sur 4 voies. Chez nous, comme partout ailleurs à travers le monde, la nouvelle a été largement commentée. Le poids de l'âge a été en tout cas très déterminant dans la décision du pape Benoît XVI de se charger de ses fonctions à la tête de la Cité du Vatican. La Cité du Vatican, où les archives renseignent que le geste posé par le successeur de Jean-Paul II rejoint plusieurs siècles après celui de Célestin V en 1294, 5 points justement après son élection. Au plan national, bien sûr, les préparatifs du dialogue national, avec surtout les avis et considérations que le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, s'emploie à recueillir auprès des différentes forces sociopolitiques, méritent d'être retenus comme les faits saillants de la semaine. Sylvie Moueb. Rénonciation au ministère de Saint-Pierre. Le pape Benoît XVI a annoncé la rénonciation au ministère de Saint-Pierre qu'il assume depuis 8 ans. Cette rénonciation deviendra effective le 28 février 2013 à 20h, heure de Rome. Le souverain pontife a évoqué les raisons liées à son âge avancé. Pareil événement au sein de l'Église catholique intervient pratiquement après 6 siècles. Lors de son séjour de travail d'une semaine aux États-Unis d'Amérique, le Premier ministre Matata Ponyo a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Avec Christine Lagarde, directrice générale du FMI, ils sont revenus sur la reprise du programme avec le FMI. Pour sa part, Lambert Mendo Malanga, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, était ce mardi face à la presse. L'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'arrestation du chef des files des 19 détenus en Afrique du Sud ont figuré parmi les sujets abordés au cours de ce point de presse. À l'Assemblée nationale, poursuite des consultations des différentes formations politiques en prévision du dialogue national. Les leaders de ces formations ont été reçus par Aubin Minakou, président de la Chambre basse du Parlement et secrétaire général de la majorité présidentielle. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Pas de défilé, pas de pagnes imprimés pour le 8 mars, journée internationale de la femme. Cette nouvelle a été annoncée officiellement par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée. Le 13 février, le monde célèbre la journée mondiale de la radio. Le ministre des Médias, relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mendo Malanga, a lancé un appel aux promoteurs des radios communautaires, celui de perfectionner leur outil de travail en faveur des communautés. La déclaration de Kinshasa sur l'initiative transfrontalière du Mayombe a été signée cette semaine au Grand Hôtel Kinshasa. Déclaration signée par l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Gabon et la République démocratique du Congo. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre du Budget. Prouesse de la police nationale congolaise. 175 bandits à main armée pris la main dans les sacs, sémant la terreur et la désolation dans la ville de Kinshasa ont été présentés au gouverneur de la ville-province de Kinshasa par le commissaire provincial de la police nationale congolaise. 14 février, fête des amoureux, fête des cœurs et célébrée à travers le monde. La Saint-Valentin est d'origine catholique. C'est l'occasion pour ceux qui s'aiment d'exprimer mutuellement leur amour ou de les réchauffer.
Le 21e anniversaire de la marche des chrétiens a été commémoré ce samedi 16 février. Un culte œcuménique a été célébré à la cathédrale Notre-Dame de Fatima en mémoire de ses compatriotes qui ont payé de leur vie pour défendre la démocratie. Terminons ces rétros par ce festival international du livre et du cinéma Étonnant Voyageur, organisé à Brazzaville au Palais des Congrès. Plusieurs écrivains, auteurs et réalisateurs se sont retrouvés avec exposition des livres, projection des films et exposition des objets d'art. Les grandes réalisations connues à travers le monde ont toujours pris comme point de départ le rêve. Pour notre part, serions-nous appelés un jour à constater l'effectivité de la jonction entre le Bandundu et le Bas-Congo sans passer par la ville-province de Kinshasa? En tout cas, l'accélération que notre confrère Blaise Bokoki a observée dans les travaux de réhabilitation de l'axe routier Kisantu d'Inguinda au Bas-Congo est porteuse d'espoir. Dossier. L'exploitation illégale des ressources minières à l'est du pays, ce au mépris du code minier en vigueur en République démocratique du Congo, est l'une des causes des conflits armés qui déchirent cette partie du territoire national il y a une décennie. Le gouvernement de la République, conscient de cette question, met en place des mesures efficaces pour remédier à cette situation. Parmi ces mesures, il y a la sécurisation des sites miniers, la lutte contre les incursions des clandestins qui volent et écrèment ces matières premières. La cartographie minière a été au centre du séminaire de formation tenu du 5 au 7 février à Bukavu, porte d'entrée et de sortie de la province du Sud-Kivu. Les participants à ces assises ont été formés en matière de lecture et compréhension des cartes géographiques, d'utilisation des GPS et transfert des données, ainsi que les techniques d'enquête d'utilisation des questionnaires spécifiques. La cartographie est très importante dans le secteur minier. Les services des mines notamment, les SESCAM qui est sur terrain pour encadrer les exploitants artisanaux, les divisions provinciales des mines qui sont sur le terrain pour le suivi des activités minières de toutes sortes. Alors si ces agents ne savent pas utiliser le matériel qu'il faut pour l'élaboration d'une bonne carte assez précise, je pense que leur travail ne pourra pas bien évoluer. Le cadastre minier, garant de la protection des titres miniers. On va déployer tous ces agents sur terrain, à Bonia, Butembo, Beni, Goma, Uvira, au Kalemi, etc. Tous ces agents-là vont faire le travail pour lequel ils ont été formés ici à Bukavu, de sorte à ce que nous puissions, dans 3-4 mois, produire réellement la carte des sites miniers artisanaux de l'Est, qui est l'objectif principal du projet IPIS, dans lequel le cadastre minier est associé à l'ONG IPIS. Pour les gouverneurs de province du Sud-Kivu, Marcelin Tshichambo-Ruhoya, qui revenait du colloque organisé à Lubumbashi sur la bonne gouvernance et transparence dans les secteurs miniers de la RDC, le contrôle des sites miniers artisanaux sont un véritable problème car ils alimentent la guerre. Pour expliquer aux uns aux autres que le monde est en train de changer et qu'il faut y aller plus dans la connaissance que dans ce qu'on croit être ce qu'on connaît. C'est seulement là que nous pourrons dire que cet atelier a produit des impacts positifs pour le secteur minier. Nous osons croire qu'à l'issue de cette formation, vous déployerez sur le terrain, à l'IPIS, à travers l'élaboration des cartes. Il préconise pour ce faire une large diffusion des travaux et des cartes qui seront produites. Eh bien, nous sommes juste amenés à constater tous avec Marthe Kalala-Mangaza en parlant de la cartographie minière, et que sa valeur ne se fonde pas seulement sous la garantie qu'elle offre dans la traçabilité de nos ressources minières, mais aussi dans le fait qu'elle constitue un outil d'une appréciable contribution dans le contrôle des sites miniers artisanaux,
trop souvent à la base de conflits armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, avec Blaise Bokokia Sanza, nous allons constater l'accélération dans les travaux de réhabilitation de l'axe routier Kisantu-Didinga, axe routier qui permettra de la jonction entre la province de Bandundu et la province du Bas-Congo, en se passant bien sûr la belle province de Kinshasa. Dossier. La réhabilitation de l'axe routier Kisantu-Didinga est devenue une réalité dans la province du Bas-Congo. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du vaste programme de réunification de la République démocratique du Congo par voie routière. La lourde tâche a été confiée à l'Office des routes pour la concrétisation de cette volonté politique du chef de l'État, Joseph Kabila, sous la coordination du gouvernement central. Les travaux ont déjà débuté, engins et personnel déjà déployés pour l'exécution. Cela se passe sous le regard observateur de la population locale. J'apprécie ça de bon cœur. Et si les actions pareilles continuent, je pense que le pays pourra bien marcher. Comme l'avait dit le président au début de son mandat, il est là pour la révolution de la modernité. Et je suis tellement content de voir la route si pimpante et j'espère que ça va continuer. C'est une grande joie pour nous parce qu'on sait très bien que la route favorise le transport et donc le commerce pour nos parents des environs et aussi un facteur de développement. Donc nous disons vraiment merci et continuez ainsi, il faut que ça soit très bien fait. 13 km sur les 78 sont déjà réhabilités à quelques détails près. Les matériaux sont exploités sur place pour le rechargement de la chaussée. Ces travaux concernent également la construction des saignées pour l'évacuation des eaux de pluie. Grand est pour les automobilistes le plaisir de rouler à grande vitesse sur la partie réhabilitée. Un bémol tout de même, pendant que le gouvernement mobilise des moyens conséquents pour réhabiliter les routes, certains automobilistes se donnent le vilain plaisir de les détruire. C'est dommage. La détermination est de mise pour l'Office des routes de doter le pays de belles routes, même en terre battue soit-elle. Ces dirigeants font de l'itinérance leur cheval de bataille pour veiller au bon grain sur la bonne exécution des travaux. Nous sommes venus pour constater, faire une inspection, faire des recommandations, faire des observations à nos agents et les motiver surtout pour qu'ils fassent bien leur travail dans le cadre de cette vision de gouvernement. Nous allons commencer le 11 janvier. Ils ne sont pas encore le 11 février, mais ils sont déjà au PK 13. Lorsque nous allons renforcer notre capacité, nous allons certainement faire plus. Donc je peux dire qu'à ce stade ici, j'ai des raisons de dire que ça avance bien. Kisantu-Didinga, une fois terminés, ces travaux vont déboucher sur d'autres travaux exécutés entre Bukangalonzo et Popokabaka. Une occasion pour relier la province du Bas-Congo à celle de Bandundu, sans pour autant passer par la ville-province de Kinshasa. Entre le raccourci et les détours, c'est à vous d'en faire le choix. La suite de l'actualité sous les signes de la santé, Coco Anaïs. Eh bien, concernant la redynamisation des activités professionnelles de médecins, la cellule qui venait d'être mise en place par ce dernier a tenu sa toute première réunion. La cohésion, la confraternité et la solidarité sont deux points évoqués au cours de cette rencontre. Saint-Augustin Senghorwene. La salle de conférence de l'hôpital général de référence de Kinshasa qui a servi de cadre à l'échange de vœux des médecins ce vendredi 15 février 2013. Dans son mot de bienvenue, le président de la cellule de l'ordre des médecins de cette formation hospitalière a remercié tous les médecins présents à cette modeste cérémonie. Après avoir fait le bilan de son mandat, salué la bonne collaboration avec le comité de gestion, le docteur Tshisimbi a présenté les nouveaux médecins qui viennent fraîchement d'intégrer la famille médicale. Cartes de vœux ont enfin été remises à tous les représentants des départements de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Le docteur Diabeno Tombe, médecin directeur de cet hôpital, a pour sa part planché sur la confraternité, la solidarité et la cohésion entre les médecins, dont le président de la cellule de l'ordre des médecins, docteur Paul Tshisimbi, a largement
apprécié. C'est une journée de fraternité, c'est une journée où on partage un repas ensemble. Nous commençons une nouvelle année, nous voulons le commencer ensemble et lancer les mêmes bases par rapport à cette année qui commence. Le médecin directeur a insisté sur la fraternité, la confraternité. Nous sommes des humains, les problèmes ne manquent pas parmi les hommes dans une société humaine, mais tout dépend de la manière dont on s'emploie à résoudre ces problèmes. À l'université de Kinshasa, par contre, l'heure est à l'évaluation des travaux de construction de la faculté des sciences et des sciences agronomiques financés par le bureau central de coordination BCECO. C'était une réunion convoquée par le recteur Labana Grasmos. L'objectif de cette visite est de se rendre compte des travaux de réhabilitation des facultés des sciences et des sciences agronomiques. Il s'agit d'évaluer les modalités pratiques devant déterminer dans la durée l'avènement de la cérémonie de remise du bâtiment et de ses annexes réhabilitées. L'occasion était propice pour le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Labana, d'exhorter le BCECO et l'entreprise s'occupant de la réhabilitation de ces facultés à accélérer les travaux pour permettre aux étudiants de suivre les cours dans de bonnes conditions et les épargner du retard par rapport au calendrier académique. À l'issue de la visite, plusieurs observations ont été faites à l'occasion par le bureau d'études des réhabilitations et le BCECO sur le déroulement de ces travaux et des pistes de solutions ont été proposées. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique s'est dit satisfait de l'avancement de ces travaux. Comme toute œuvre humaine, il faut du temps. C'est le DPD, il faut que ça se fasse et ça se fait. Donc il y a un cheminement à faire. Bien sûr, il peut y avoir quelques anomalies, mais tout est perfectible. En grande partie, je suis satisfait. Oui, nous allons faire en sorte que ces remarques soient prises encore en compte par l'entreprise d'exécution. Rencontre le samedi dernier entre le comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe et le service central de l'administration du secrétariat général de l'enseignement supérieur universitaire de la recherche scientifique. Une occasion pour ces derniers de faire le point sur le fonctionnement de l'ISP Gombe pour l'année 2012. C'était en présence du ministre de tutelle Bonaventure Tchelo. C'est un reportage d'Élisée Kambala. De l'ESURES, Bonaventure Tchelo, était invité à cette cérémonie. Dans son mot des circonstances, le ministre Tchelo a fustigé les antivaleurs qui caractérisent le comportement du personnel administratif des instituts supérieurs de la RDC. Il a exhorté le personnel administratif à l'amour mutuel, à bannir les coups bas et à respecter les textes légaux pour la bonne marche de l'administration de l'enseignement supérieur et universitaire. Il en a profité pour présenter un dépliant qui lance la campagne de lutte contre les antivaleurs à l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique avec comme thème la tricherie et la corruption. Le milieu de travail devrait être considéré aussi comme une famille dans laquelle on entre et tout, on va sortir un jour. C'est-à-dire un milieu où on travaille pour l'État ou pour une société. On ne doit pas venir dans un milieu de travail pour se combattre, pour se haïr, mais pour s'aimer, pour se conduire mutuellement, se conseiller pour que le travail marche. La cérémonie s'est clôturée par un repas de famille auquel était convié l'ensemble du personnel de l'ESURES, le ministre et les autres personnalités invitées à cette manifestation. Le tout au rythme de la rumba congolaise interprétée par les étudiants de l'INA. Étonnant voyageur, le Festival international du livre et du cinéma était aussi en temps d'exposition au musée Galerie du bassin du Congo. Ces trois temps forts se sont déroulés à Brazzaville. Témoins de l'événement, Lisette Mojinga et Thomas Bassilois. Les
Jeudi 14 février 2013 que le ministre de la République du Congo, Jean-Claude Gakoso, a procédé à l'inauguration du Festival international du livre et du cinéma Étonnant Voyageur au Palais des Congrès. Une occasion pour le ministre de saluer cette première édition et de remercier les organisateurs du festival qui ont choisi Brazzaville. Ils ont entériné l'idée que le Congo est véritablement une terre de la littérature et qui contribue au développement de l'Afrique culturelle. Bien avant, Henri Lopez, ambassadeur du Congo en France et l'un des doyens de la littérature congolaise, a fait une rétrospective entre l'ancienne et la nouvelle génération des écrivains. Il a aussi loué l'initiative du festival qui encourage et ramène les Congolais à la lecture parce que pendant plusieurs années, il a manqué l'endroit où les passionnés de la lecture pouvaient être en contact avec les livres. Pour les représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, Daniel Eda, l'OIF fait de la littérature et du cinéma deux secteurs d'intervention stratégique. L'OIF a transmis les félicitations de son organisation aux organisateurs de ces festivals, dont Michel Lebris, qui se bat inlassablement pour la littérature francophone. Il en est de même pour Alain Mabankou, lauréat du prix des 5 continents de la francophonie et aussi de bien d'autres prix littéraires. Jean-François Valette, ambassadeur de France au Congo, s'est réjoui de voir de nombreux écrivains à Brazzaville. Il a ajouté que ce n'est toujours pas facile de réussir une telle fusion des talents, de projets et d'échanges intellectuels dans un contexte tout à fait nouveau. La hausse des factures et le non-paiement de ces factures par les abonnés de la SNEL de la province du Bandundu ont été des questions au menu des entretiens qu'a eu les gouverneurs de province. Jean Kamisendou et une délégation de la SNEL en séjour dans cette province. Guy Blaise-Kitiki. Le torchon brûle entre la population de la ville de Bandundu et la SNEL, et pour cause, l'augmentation sensible des factures de consommation d'électricité depuis le mois de décembre 2012. Face à cette situation, la direction générale de la SNEL a dépêché dans la ville de Bandundu une délégation conduite par un conseiller, Médard Kitangan. Ce que nous pouvons attendre de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, c'est l'appui du gouverneur et de toute la province derrière lui pour l'application de la nouvelle politique SNEL, et ceci commence par le paiement des factures SNEL par ceux qui consomment déjà. Nous sommes donc là pour conscientiser tout le monde, depuis l'autorité jusqu'à la population. Mais quel est d'abord l'objet de votre visite, de votre mission ici à Bandundu? Notre mission ici est justement de conscientiser tous ceux qui consomment l'électricité dans cette ville pour qu'ils continuent de payer les factures pour ceux qui les payent déjà, et que pour ceux qui hésitent, qu'ils se mettent à payer sans tarder. Au chef-lieu de la province, cette délégation a été reçue en audience par le gouverneur Jean Kamisendou, à qui il a expliqué le but de sa mission qui vise à conscientiser tous ceux qui consomment l'électricité de payer leurs factures. La délégation a sollicité également l'appui du gouverneur de province à la nouvelle politique de la SNEL pour l'électrification de Bandundu. Au Maniema, le vice-gouverneur de province, Jérôme Bikenge, a échangé avec une délégation du programme des Nations Unies pour le développement. Ensemble, ils ont évalué les activités de ce dernier et définir les perspectives d'avenir pour la province du Maniema. C'est un reportage de Jean Dipou. Cette délégation des agences du système des Nations Unies a été reçue par le vice-gouverneur de Maniema, Maître Bikenge Moussimbi Jérôme. Il est venu informer l'autorité provinciale de la mise en œuvre du nouveau programme de coopération pour les 5 prochaines années. Madame Barbara Belten, représentante de l'UNICEF, chef de la délégation, a fait savoir au vice-gouverneur que la province de Maniema va bientôt être dotée d'un bureau propre de l'UNICEF et que son agence va renforcer son équipe au profit de la population de Maniema. Pour Martin Olsen, représentant du Programme alimentaire mondial, PAM, sa structure mène des démarches pour avoir un programme conjoint plus efficace et envisage un travail d'ensemble avec d'autres équipes des Nations Unies en vue d'intervenir non seulement en vivres, mais également en intrants, a-t-il souligné. Quant au représentant résident de la FAO en RDC, Diaga Ngeye, l'agriculture doit être une priorité au Maniema, car elle reste le moteur de développement de toute nation.
L'ambassadeur d'Égypte en République démocratique du Congo a accordé une interview à notre confrère Gabriel Bolemba sur l'arrivée prochaine à Kinshasa du secrétaire d'État égyptien chargé des affaires étrangères. Objectif, soutenir la RDC dans la recherche de la paix ainsi que renforcer la coopération entre les deux pays. Gabriel Bolemba. La République arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo se portent bien. Dans le but de renforcer cette coopération, que le secrétaire d'État égyptien arrive dans les prochains jours à Kinshasa pour des entretiens avec les autorités du gouvernement central. Le secrétaire d'État égyptien aux affaires étrangères, l'ambassadeur Magdi Amer, effectuera une visite officielle ici à Kinshasa le 19. Et il va partir le 21. Le consul de l'Égypte en RDC nous livre ici l'agenda de son séjour. L'ambassade avait sollicité des audiences avec le chef de l'État et le Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères, de l'agriculture, de la santé publique, de l'environnement. Et les objectifs essentiels de cette visite, c'est numéro 1, de confirmer aux responsables congolais l'engagement de l'Égypte à soutenir et appuyer tous les efforts qui visent à rétablir la paix et la stabilité en RDC. Numéro 2, de discuter avec les responsables congolais les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans presque tous les domaines. Oui, un communiqué dans ce journal, le recrutement du personnel pour le nouvel hôpital du cinquantenaire de Kinshasa lancé par le ministre de la Santé publique depuis le lundi 11 février 2013 est en cours jusqu'à demain lundi 18 février 2008 à 18h. Au total, 536 postes sont à pourvoir. 2 adresses ont été retenues à Kinshasa pour le dépôt des dossiers. Un secrétariat général du CADISEC, 6 au numéro 81 avenue Roi-Baudouin, dans la commune de la Gombe, en diagonale de l'ambassade d'Allemagne vers le palais de la Nation. Le numéro de téléphone 081 81 265 12. 2 centres hospitaliers Montcollet, 6 au numéro 4804 avenue Ngafani, Mongafula. Numéro de téléphone 089 630 926. Les candidats résidant en province ou à l'étranger peuvent transmettre leur dossier par Internet aux adresses électroniques suivantes: cadisec@yahoo.fr, info.moncole@gmail.com. Le formulaire d'inscription qui doit accompagner le dossier peut être retiré soit aux 2 adresses de Kinshasa données plus haut, soit sur les 3 sites Internet suivants: www.minisanterdc.cd, www.cadisec.org, www.mononcole.cd. La liste de 536 postes à pourvoir peut être également consultée soit aux 2 adresses de Kinshasa signalées plus haut, soit sur les 3 sites Internet désignés sur haut. Les candidats ont tout intérêt de jeter un coup d'œil sur les avis d'appel sur Internet où ils trouveront d'autres détails sur les critères d'éligibilité pour être retenus au test. Les dossiers de candidature doivent comprendre, outre le formulaire d'inscription complémentaire complètement rempli, 2 photos récents, passeport, un curriculum vitae récent, une photocopie du diplôme ou de l'attestation qui en tient lieu et une photocopie de la carte d'identité. La sélection comprendra 4 étapes éliminatoires. 1. Présentation du dossier. 2. Test psychotechnique. 3. Test professionnel. 4. Interviews. Tous les résultats de ces 4 étapes seront publiés sur les 3 sites précités. Ce communiqué est signé Jean Lando, coordonnateur du consultant cabinet Excellence, Monsieur le ministre. Et puis, un communiqué nécrologique dans ces journaux. Monsieur Alpha Ngunza, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, les familles Ntangu Diambou, Kilolo Ndongala ont la douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fils,
frère, père, oncle et neveu d'Youmini Chaber, décès survenu le mercredi 13 février 2013 aux cliniques universitaires de Kinshasa des suites d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mercredi 20 février 2013, levée du corps et exposition dans la salle de l'Institut de Selembao. Jeudi 21 février 2013, enterrement au cimetière familial de Mingadi dans la commune de Mongafula. Ce communiqué tient lieu de faire part. Madame, Messieurs, je voudrais tout simplement pour ma part espérer répondre au rendez-vous de dimanche prochain avec un peu moins de problèmes, avec un peu moins d'ennuis de santé, même si entre-temps ma consolation est d'avoir bénéficié de l'accompagnement de Coco Anaïs à bien sûr les couleurs de la semaine. À la semaine prochaine.